Un grand plaisir de vous retrouver. Je reçois pour vous, pour le compte de cette grande émission Débat pour la Nation, les porte-paroles de l'envol, partie chère à Delis Sanga. Comme vous le savez très bien, Delis Sanga est dans les blocs de Lubumbashi. Nous allons en savoir un peu plus sur la marche du 13. C'est vrai que nous sommes déjà dans les fièvres des préparatifs de cette grande marche qui va se tenir au niveau national sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais nous allons également parler du processus électoral. Pourquoi ne pas revenir sur l'EAC avec les changements au niveau du commandant de la force régionale, selon certaines informations livrées par nos confrères de la RFI, la RDC ne serait pas associée dans la désignation de ce nouveau commandant. Des questionnements se posent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que la RDC serait roulée par cette communauté d'Afrique de l'Est? Nous allons parler de tout ça, mais également les sociales. Pourquoi ne pas revenir aussi sur les trop-pleins ou non de l'Union sacrée au niveau du stade des martyrs, comme je disais avec Rodrigue Ramazani, juriste porte-parole d'Envol. Alors, j'aimerais présenter mes condoléances à la grande famille du PPRD, parce que les députés nationaux fidèles d'Ikinda, qui fut secrétaire national, je pense, en charge des finances au niveau du PPRD, venait là de tirer sa révérence. Fidèle Ikinda est décédé aujourd'hui. La famille nous a informés, et puis la famille a informé l'opinion publique suite à une longue maladie. Nous allons en savoir plus dans les jours qui viennent pour le programme Paix à son âme et toute notre compassion à sa famille biologique et sa famille politique. Rodrigue Ramazani, vous allez bien? Je me porte comme un chat. Et ça, tiens. Malheureusement, la République ne tient plus d'équilibre, ni au sein des institutions, ni au niveau de la stabilité de la situation sécuritaire que sociale de notre peuple. Seulement, c'est l'état du pays qui fait en sorte que, au-delà du fait que je me porte bien, mais parce que la population vit dans des conditions exécrables, fait en sorte que ma tristesse ne cesse de quitter mon corps. Je ne sais pas si vous allez placer un mot, la disparition des fidèles Likinda, député national, secrétaire national en charge des finances au niveau du PPRD, qui venait de nous laisser. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que nous compatissons étant que des Africains également, mais vous l'aviez connu de près ou de loin? Non, je ne l'ai pas connu de près. De loin, oui, c'est un acteur politique, député de surcroît. Acteur politique, je suis, c'est tout à fait légitime que de temps en temps, que nous puissions regarder ce qui se passe dans le cosmos Politique. politique du pays. Je tiens à présenter mes condoléances à sa famille biologique qui a rendu ses communiqués publics, Exactement. mais aussi à sa famille politique, le PPRD. Dieu a donné, Dieu a repris. Il a fait, il a rempli son devoir pour sa patrie. Il s'est battu, il a mené les combats qu'il a estimés être mieux pour le devenir de son peuple. Je tiens à saluer son combat, sa bravoure, sa détermination. Que le Tout-Puissant puisse accueillir son âme, afin qu'il puisse avoir un repos éternel. Ah, d'accord, merci beaucoup. Moi, j'ai un souvenir avec Fidel Ikinda, je pense, lors des marches, ou soit des sit-ins au niveau de la CENI, hein, je pense, je crois bien, de la désignation des animateurs de la CENI, ici au boulevard. Il était là, tout feu, tout flamme, avec les PPRD. Il a risqué, on l'a même tabassé par des policiers. Moi-même, j'étais là pour le compte je pense, des Perfect Télévision et des Netic News. Alors, paix à son âme, comme je disais. Mais Rodrigue Ramazani, l'on constate ces derniers temps votre parti politique en vol. C'est vrai que vous également, vous aviez eu un cas de décès. C'est vrai qu'on placera un mot là-dessus. Mais on constate que qu'est-ce qui vous pique ces derniers temps, si je pourrais utiliser cette expression?
il y a plus d'énergie ces derniers temps qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est parce que nous tendons vers les élections, ou bien qu'est-ce qui se passe? On sent beaucoup plus de l'énergie, de la détermination encore. C'est vrai que depuis très longtemps, le leader Deli Sesanga, votre président, est toujours engagé, mais on sent un surplus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le pays ne va pas bien, c'est parce que nous tendons aux élections, ou bien il y a une autre motivation? C'est l'engagement. L'engagement et la détermination d'apporter une vie meilleure à nos compatriotes, à nos citoyens, à nos concitoyens. Vous vous souviendrez, dès le début de cette législature, l'envol a annoncé ses couleurs, Ouais. en exigeant notamment la réduction des émoluments des députés, Ouais. en demandant aussi la réduction d'autres vie de l'État, Ouais. la cession des émoluments du candidat président de la République Dély Sesanga en faveur du peuple congolais pour le Covid-19. Je me rappelle. L'ambulance. La pétition pour obtenir une révision constitutionnelle, afin de consolider la démocratie et d'améliorer certaines imperfections de notre constitution. L'envol a toujours eu de l'énergie. L'envol a toujours eu cette détermination. Et notre détermination ne pouvait rester stagnante dans la mesure où la lutte est progressive. Ah, d'accord. La lutte est progressive. Et à cet instant où nous sommes au moment déterminant pour tracer la destinée de notre population pour les 5 ans à venir. C'est tout à fait légitime que face à la fraude électorale, au chaos social, la fraude électorale qui se prépare par Félix Tshisekedi, les chaos social qui sévit chaque jour par notre peuple, l'insécurité grandissante qui aujourd'hui n'est plus à démontrer, qui du reste ravage maintenant l'ensemble du territoire national, puisse pousser les cadres et militants du parti en vote qui pensent porter l'espoir du changement, parce que nous avons un projet ambitieux porté par les candidats présidents de la République Dély Sesanga, le projet politique dénommé la refondation du Congo. Ces projets conçus pendant de longues années, mûris avec passion. Aujourd'hui, nous sommes prêts à le donner aux Congolais, raison pour laquelle le cadre des militants en vol, sachant que nous sommes arrivés, vous savez, nous sommes dans une course de 100 mètres. Et nous sommes arrivés à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est tout à fait normal. Les athlètes que nous sommes puissions démultiplier les efforts en vue d'amener notre peuple vers la victoire finale. Cette victoire finale qui va consacrer l'élection au moment opportun, nous allons en parler. Je ne vais pas faire appel au vote pour que ceux qui sont de l'autre côté disent que j'ai fait la pré-campagne. J'ai fait la pré-campagne pour qu'au moment de la victoire finale, la population soit prête à recevoir le projet de la refondation du Congo porté par les candidats présidents de la République, Dély Sesanga. Alors, Rodrigue Ramazani, on revient un peu sur ce qui s'est passé, sur ce qui vous est arrivé avec les décès de votre fédéral au niveau du Kasaï central, je pense. Kasaï central, oui. Alors, comment est-ce que la mort, nous tous, nous savons que c'est un fait naturel, c'est normal, mais comment vous voudriez imputer cela au régime? Je suis les présidents Dély Sesanga qui pensent que on serait en train de vouloir l'atteindre également. Comment est-ce que vous pourriez expliquer cela? Aussi longtemps, nous tous nous savons que la mort peut arriver d'un moment à l'autre. Fabrice Fwamba, président fédéral en vol Luisa dans le Kasaï central, n'est pas décédé de suite d'une mort naturelle. Fabrice Fwamba a été abattu lâchement par les intolérants politiques, par les personnes qui en voulaient à sa vie depuis longtemps, parce que celui-ci recevait des menaces, des propositions pour trahir ses convictions, son combat pour
l'avènement d'un véritable état de droit, son combat pour les libertés, son combat pour la refondation du Congo, le projet politique de notre candidat. Fabrice Famba, c'est le président fédéral Envol Luisa. C'est un des opposants farouches du régime Tshisekedi dans les territoires de Luisa. Et celui-ci a reçu cette mort lâche. Pour nous, il s'agit là bel et bien d'un assassinat parce qu'il s'agit d'un acte prémédité. Fabrice Famba est victime de ses opinions. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas un fait anodin. Je vous rappelle, question de fait, parce que nous sommes devant le Congolais, il est quand même important que nous puissions rappeler de fait. Nous sommes au mois de décembre 2022. Décembre 2022. Décembre 2022. Délice Sanga, accompagné d'une équipe, comme toujours, j'ai participé à cette descente à Kananga, lorsque l'honorable Sanga, candidat président de la République, avait lancé le projet Maïmoyo à Bantou. Je suis même venu ici sur votre plateau après ce voyage pour rendre compte aux Congolais. Et vous aviez dit même qu'il y aurait une milice au niveau des Kananga. Voilà, vous vous rappelez maintenant. Le jour où l'honorable Sanga devait livrer des bancs dans l'opération pas d'école sans bancs au Kasaï central, il a livré des bancs à l'école Sangabantou, EP1 Sangabantou. Il y a eu une milice de l'IDPS. Lorsqu'on en parlait au mois de décembre dernier, certains pensaient qu'on amplifiait. Il y avait une milice recrutée dans le rang des anciens membres du Kamouenan Sapo. Recrutés par qui, s'il vous plaît? Par les autorités provinciales. Ils sont recrutés, entretenus et outillés par les autorités provinciales. Vous détenez des preuves? Ben, je vais vous donner des preuves, ne vous en faites pas. Mais saisissez la justice, non? Je cite ici les gouvernements provinciaux du Kasaï central. Et derrière tous ces actes d'intolérance et de violence contre les opposants au Kasaï central. Vous voulez des preuves? Je vous en donne. C'est Kabi actuellement, non? Qui est là-bas? Écoutez, des personnalités comme ça, j'ai vraiment pas besoin de connaître leur nom parce qu'ils ne valent pas la peine d'être considérés comme des autorités qui représentent l'État au niveau de province. Allons-y. Je parlerai d'un gouverneur. Les Congolais qui connaissent son nom peuvent tirer toutes les conséquences parce que je n'ai aucun respect pour des personnalités de cet acabit. C'est une autorité établie, hein? Écoutez, je n'ai aucun respect pour des personnes qui ne respectent ni la loi ni la population. Je suis un militant des libertés. Je me bats pour la liberté de mes citoyens. Et tout celui qui veut fouler au pied les libertés des citoyens ne mérite pas le respect venant de ma part. Donc, nous sommes à la radio Kananga 24, un dimanche. J'ai oublié la date exacte. L'émission qui passait le matin, j'ai oublié le nom, l'intitulé c'est Antilouba, reçoit trois membres du gouvernement provincial du Kasaï central. Le ministre des Infrastructures, le ministre de la Justice provinciale et le ministre de l'Intérieur provincial. Sur la situation de violence qui ont eu lieu le samedi, parce qu'ils étaient à la radio les dimanches, le samedi. Vous savez la position, parce qu'il y a eu plusieurs violences. On a violenté les membres de la société civile, la Lucha et d'autres membres de la société civile qui marchaient pour réclamer le début des travaux de la route Kalamambouji. Nous sommes au mois de décembre 2022 et qui réclamaient le début de construction, parmi les promesses de Félix Tshisekedi, le début de construction du barrage Chite Katende. C'était ça la revendication. Ce groupe-là, le même samedi, a été violenté, agressé, attaqué par des miliciens recrutés dans le rang des anciens Kamouenan Sapu par les gouvernements provinciaux du Kasaï central. Et à part ce groupe-là, de membres de la société civile agressés par ces miliciens recrutés par le membre du gouvernement provincial pour le compte de l'IDPS, il y a eu aussi le candidat président de la République, Délice Sanga, qui était parti à l'école EP1 Sangabantou pour faire don des bancs aux élèves qui étudiaient à même les sols. Dieu merci, aujourd'hui ces élèves, j'ai vu des photos, ils étudient
sur des bancs grâce aux dons d'Elie Sesanga. Ces miliciens, après avoir agressé les membres de la société civile, ils sont venus aussi agresser l'équipe qui accompagnait Deli Sesanga. Les dimanches, les membres du gouvernement provincial sortent dans une radio de la place pour dire ils n'accepteront pas une opinion contraire qui viendra combattre Félix Tshisekedi, les pouvoirs en place, le pouvoir de Félix Tshisekedi au Kasaï central. C'est ce qu'ils ont dit? Oui. Oh. Et ce n'est pas fini. Mais là, c'est grave. Non, mais ce n'est pas fini. Vous vous étonnez pour rien. On rentre à Kinshasa. La radio Top Congo, informée de cette situation, votre confrère Osé Manzanza m'appelle. Pour connaître la situation, je relate le fait. Il prend le soin aussi, parce que vous êtes journaliste, vous avez l'habitude de le faire, d'appeler le ministre de l'Intérieur du Kasaï central sur le même sujet. Le même propos. Deli Sesanga est venu avec des propos pour combattre les chefs de l'État, poser des actions pour défier les chefs de l'État. Nous, étant qu'autorité ici au Kasaï central, nous n'allons jamais l'accepter. Mais là, c'est grave. En fait, c'est une façon d'instaurer une pensée unique. La dictature même. C'est contre même une pensée unique. Les lois du pays. Et voilà, des personnalités de cette... Ils doivent être poursuivis même. Des personnalités comme ça, et vous voulez que nous, moi étant qu'un combattant des libertés, puisse leur accorder de la valeur. Ils n'en ont pas. Et ce genre de personnalités ne méritent même pas que leur nom soit cité sur la place publique. Donc la cible, c'est Deli Sesanga. En réalité, aujourd'hui, ils ont attenté à la vie de Fabrice Fwamba, président fédéral en Vol-Luisa. La personne qui est ciblée directement, c'est Deli Sesanga, parce que ces faits ont commencé depuis décembre 2022. Ce n'est pas fini. Le 24 avril dernier, le membre de la dynamique pour la refondation du Congo au Kasaï central, il y a un mouvement de jeunes qui est au Kasaï central qui soutient la candidature de Deli Sesanga et porte le projet de la refondation du Congo, qui est un projet qui a beaucoup d'espoir pour cette population au regard de sa teneur. Norbert Dibelay, un des coordonnateurs de cette dynamique, de la dynamique pour la refondation du Congo, a été interpellé de manière arbitraire par les services de l'ANR. Vous savez pour quel motif? Pour quel motif? Parce qu'il soutient le projet de la refondation du Congo et qu'il serait du mauvais côté de l'histoire, parce qu'il est dans l'opposition contre le chef de l'État et qu'au Kasaï central, pareille chose ne peut pas se faire. C'est une façon d'instaurer une pensée unique. Qui a dit à Félix Tshisekedi que le Kasaï lui appartenait? Le Kasaï n'appartient à personne. Il y a la malnutrition au Kasaï. Les Kasaïens vivent dans des conditions misérables. Les Kasaïens souffrent. Le taux de chômage au Kasaï est très élevé. La preuve, il y a exode. Il y a les Kasaïens qui quittent les Kasaï pour traverser vers le Katanga. Les Kasaï n'appartiennent pas à Félix Tshisekedi. Les Kasaïens aujourd'hui sont conscients. C'est vrai qu'au Kasaï aujourd'hui, les langues se sont déliées pour dire clairement que Félix n'a rien fait pour le Kasaï. Cela ne doit pas porter une raison pour museler les opposants, museler l'opposition au Kasaï central, pour faire croire comme si le Kasaï central était le fief de Félix Tshisekedi, ce qui est une fausseté. Ce qui est une fausseté. Le Kasaïen attend qu'une seule chose, qui est élection pour sanctionner Félix Tshisekedi aux élections. Un méca de maïs au Kasaï aujourd'hui coûte, je ne parle pas d'un sac, un méca coûte aujourd'hui 25 000 francs. 25 000 francs congolais, s'il vous plaît. Donc, Fabrice Fwamba n'est pas mort, n'est pas tombé d'une mort naturelle. Et la justice, il a été lâchement abattu par les régimes Tshisekedi. Vous aviez saisi la justice, les enquêtes, la suite c'est quoi? La justice est saisie, les avocats sont en pied d'œuvre, en train de suivre. Et la conclusion d'ailleurs tirée du conférence de presse animée par les candidats présidents de la République, Deli Sesanga, a eu comme soubassement les éléments
que les avocats ont pu récolter pour nous remonter que effectivement c'était un acte prémédité et que Fabrice Fouamba était victime de ses opinions politiques. Ah, d'accord. Paix à son âme, je pense que vous m'aviez informé avant l'émission qu'il est déjà enterré. Il est enterré Les parce jours que suivants. fort malheureusement, pour ceux qui croient que Félix Tshisekedi aurait fait quelque chose Il n'y a pas de d'extraordinaire, morgue au il n'y a Kassai. pas de morgue au Kassai. La preuve, on est incapable de conserver les corps le corps de Fabrice Fouamba à Luisa parce qu'il n'y a pas de morgue. Donc il est tombé lâchement, abattu par les régimes. On lui a directement amené dans sa dernière demeure. Merci beaucoup, Père son âme. Rodrigue Ramazani, on poursuit dans l'actualité. Comme je disais au début de l'émission, tout le monde le sait, que Délice Sanga est déjà appartient dans ce groupe de Lubumbashi. Il y a marche le 13 mai ici. Comment est-ce que ça se passe, les préparatifs? Il y a un comité d'organisation ou bien comment est-ce que vous vous préparez chacun dans son coin, chaque parti politique dans son coin ou bien les préparatifs, ça se passe comment? Tout commence à Lubumbashi. Ouais. Nous étions à Lubumbashi ensemble avec les 4 candidats présidents de la République à mes yeux sérieux de l'opposition. Les 4 leaders majeurs de l'opposition aujourd'hui se sont rencontrés pour mener des actions communes en vue de porter les revendications de la population. Parce que depuis un moment, cette population s'est sentie délaissée. Et les 4 leaders majeurs de l'opposition, dont Délice Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Matata Mponyo, ensemble avec leurs forces politiques, se sont décidés de conjuguer les efforts, leurs efforts en vue de porter les revendications de la population et exiger l'amélioration de celle-ci. L'organisation, oui, il s'agit de 4 leaders qui se sont mis ensemble. Effectivement, l'organisation est collégiale jusqu'à atteindre l'objectif qui est celui de porter la voix de notre peuple, les revendications de la population. Les 13 mai, les 4 leaders majeurs de l'opposition, dont Délice et Sanga, ont fait appel à la population de venir dans la rue pour exiger l'amélioration des conditions sociales et la cessation des injustices. Parce qu'aujourd'hui, notre société est une société d'injustice. Pouvez-vous imaginer? Vous avez des enseignants désactivés à l'époque par Tony Mwaba qui ont été réactivés, mais jusqu'aujourd'hui qui accumulent des arriérés. Pendant leur désactivation, jusqu'aujourd'hui, ces arriérés n'ont pas été payés. Mais lorsque vous regardez ceux qui vivent dans les institutions, ils ont des salaires insolents. Des salaires insolents. Face à la misère de la population, c'est une injustice. Et c'est cette injustice-là qui mobilise la population aujourd'hui autour de 4 leaders majeurs de l'opposition pour porter ces revendications dans la rue. Donc, le 13 mai, l'Envol, le LGD, les CID, l'Ensemble pour la République, ces 4 forces politiques seront dans la rue. Dans la rue, dans la rue, non pas pour marcher pour leur situation personnelle, dans la rue pour marcher pour le peuple. C'est quand même extraordinaire. C'est pour la première fois dans ce pays, je crois que la population en a beaucoup reproché à la classe politique, que les politiciens marchent très souvent pour réclamer le respect de la Constitution, pour réclamer les élections, politiques, pour réclamer des questions politiques. Ouais. Mais aujourd'hui, l'opposition sera dans la rue des questions pour sociales. Réclamer des questions sociales et dénoncer les situations d'injustice sociale que nous vivons aujourd'hui. Il est inacceptable qu'un fonctionnaire touche un salaire de misère, un secrétaire général à l'administration touche un salaire de misère et qu'un député national touche plus de 21 000 $ aujourd'hui. C'est plus de 21 000 $ aujourd'hui. Alors, face à ces situations d'injustice sociale, nous appelons la population à être dans la rue le 13 mai. Ce 13 mai-là, les choses sont très bien organisées, Kramik. Il y a des itinéraires. Je sais que vous êtes aussi un combattant des libertés. Non, un je combattant suis un journaliste d'abord. Oui, c'est vrai que je suis un combattant de la liberté. Vous êtes très engagé. Moi je vous le reconnais aussi. Il y aura des itinéraires. Certainement qu'un des itinéraires peut vous intéresser ou intéressera les Congolais amoureux de liberté comme nous autres. Le premier itinéraire ira de Rond-Point Super Lemba
prendra le boulevard Lumumba, avenue C2 pour chuter au Palais du Peuple. Deuxième itinéraire partira du rond-point Sakombi, prendra l'avenue Betseke, prendra le Prince Kasavubo, le boulevard Triomphal pour chuter au Palais du Peuple. C'est là-bas que notre marche prendra fin. Et nous invitons les Congolais à venir nombreux à cette toute première action, parce que les actions, il y en aura plusieurs. Exactement. Donc nous allons commencer des actions maintenant jusqu'à la fin de l'année. Les Congolais seront dans la rue pour revendiquer les droits, pour exiger l'application de leurs droits, jusqu'à ce que le gouvernement va améliorer les conditions sociales de notre peuple. Les leaders, ils seront là. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayulu, Matata Pogno, ils seront là, sur terrain. Tous les leaders seront là. Tous les leaders, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Pogno, Martin Fayulu, seront dans la rue avec le peuple. Ils sont répartis comment dans les deux itinéraires? Matata Pogno, Fayulu, en fait, les regroupements, ça se constitue. Ça, ce sont des modalités pratiques. Le plus important est que les itinéraires sont là. Je sais que du côté de Sakombi, déjà, il y a Franck Diongo qui aime ce côté-là. Le plus important encore est que tous les leaders de l'opposition seront là. J'ai vu également Franck Diongo qui a rejoint les groupes. Oui. Et effectivement, vous savez, il s'agit d'un combat pour le peuple. Tout celui qui sera contre ce... Imaginez que l'opposition marche pour l'amélioration des conditions sociales de notre peuple. La vie est devenue trop chère. Trop chère. Les dollars actuellement, c'est 2350. Dollars aujourd'hui, 2350. La situation est... Apparemment, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernement. C'est intenable actuellement. La situation est intenable, sauf pour ceux qui n'ont pas signé des pactes avec la pauvreté. Vous le savez, ils sont à la 10e rue limitée. Il y a quelqu'un qui n'a pas signé de pacte avec la pauvreté, Kabouya. Ils sont au pouvoir. Mais c'est normal, non? C'est un humain qui aspire à un changement. C'est vous qui citez les noms des gens, moi je n'ai cité les noms de personne. Moi j'ai appris qu'il y avait quelqu'un à la 10e rue limitée. Depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'a plus signé de pacte contre la pauvreté. Ses équations personnelles se sont améliorées seulement lorsque la 10e rue est arrivée au pouvoir. Sauf là-bas où la situation elle est reluisante. Sauf pour ceux qui sont dans les institutions, ceux qui claquent 15 millions de dollars pour organiser une manifestation au Stade des Martyrs, ceux qui claquent 400 millions de dollars pour les dépenses à la présidence de la République, ceux qui prennent 70 millions de dollars pour s'acheter un avion privé pour voyager, se faire plaisir et non servir l'État. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est cette injustice. Et ils améliorent leurs conditions de vie et de l'autre côté, ils appauvrissent les peuples. Alors, je sais que vous êtes dans l'équipe qui accompagne ces différents leaders étant proches. Vous étiez là également à Lubumbashi. Vous aviez vu les images du Stade des Martyrs de samedi. Est-ce que cela ne vous fait pas réfléchir 2-3 fois encore des pensées vous devriez essayer encore de mobiliser plus pour que la population participe à cette marche du 13? Parce qu'on a vu, je ne sais pas les trop pleins ou non, mais en tout cas on a vu nous tous des images. Est-ce que cela ne vous fait pas réfléchir 2 ou 3 fois encore? Les dimanches, au Stade de Martyrs. Les samedis? Les samedis au Stade de Martyrs, les Quinois ont eu vent de 15 millions de dollars qui ont été détournés du trésor public pour une manifestation privée. Ils ont eu l'information. Vous avez des preuves quand vous dites que des 15 millions décaissés du trésor public? Je suis de prime abord politique. Vous savez, des grosses accusations. À l'époque où on parlait du détournement de l'argent de Covid, on disait qu'on n'avait pas de preuves. N'est-ce pas? La preuve, même l'auteur de ces détournements, il est en liberté. Et aujourd'hui que la Cour de compte, au mois d'avril dernier, vient de transmettre son rapport au ministre des Finances sur l'appui budgétaire de la Banque mondiale, l'on constate qu'effectivement, les frais liés au Covid-19 ont été détournés. L'IGF l'avait également déjà dénoncé. N'est-ce pas? Mais donc ça veut dire quand je dénonce des choses, j'ai plusieurs canaux d'information et j'ai un acteur politique. Donc 15 millions... 15 millions ont été détournés du trésor public
pour l'organisation de cette activité privée a envie de faire plaisir à Félix Tshisekedi simplement. Donc, cette activité de l'Union sacrée a détourné 15 millions de pauvres contribuables congolais. Les contribuables congolais est un citoyen pauvre, il faut le dire. Oui. Encore que le chômage est à 90%, les peu qui travaillent ont un salaire minimum interprofessionnel garanti de 7 075 francs congolais par jour. C'est comme ça qu'un Congolais est payé. Et ces Congolais-là est obligé de contribuer dans la caisse de l'État où les présidiums de l'Union sacrée détournent cet argent pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Donc les Quinois, en y vont les samedis de cette information, ils sont allés en masse au stade pour prendre leur dû, leur part. Oh, Oui. c'est ça. Oui, les Quinois sont allés, ils ont pris. Et en Mboka. Les Ambongamboka, comme le disaient les Etienne Etienne Tshisekedi, les Ambongamboka, les Quinois sont allés, ils ont pris l'argent. Et au moment où le présidium de l'Union sacrée est entré pour faire son show, les Quinois sont sortis. Ils ont laissé Bemba et consorts tenir leur meeting devant les gazons du stade des Martyrs et des chaises vides. Je crois que les images. Est-ce que ce n'était pas parce que les présidiums étaient arrivés un peu en retard? Non. Ils ont invité les gens à 8h, 10h, ils se sont représentés à 15h, pareil, 16h. J'écoute avec beaucoup de moquerie et j'ai beaucoup de douleur quand j'écoute ces arguments sortir des lits de peste où, vous savez, nous qui avons vécu comme jeunes du rassemblement dans le combat avec le Sphinx Tshisekedi, nous avions jusqu'à 18h. On attendait jusqu'à 18h les Sphinx. Je me rappelle les derniers meetings sur Triomphal. Sur Triomphal, là. On a attendu jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Ouais. Et les Sphinx étaient là, la population a écouté les discours et les Sphinx ne parlaient pas beaucoup, vous le savez. Et suivre 10 minutes, 5 minutes. 5 minutes, mais on était là depuis le matin jusqu'à 17h, 18h. Personne ne se plaignait parce que le peuple venait suivre un discours, suivre un leader. Mais là, le peuple est allé prendre son dû. Le peuple est allé prendre sa part de 15 millions et ils ont pris, ils sont sortis. En fait, l'argumentaire ne tient pas. Le peuple, en réalité, a boycotté les discours du présidium de l'Union sacrée. Donc, le peuple ne voudrait pas écouter... Non, mais allez dans la cité, poser la question, qu'est-ce qu'ils ont retenu du meeting du stade de Martyrs? Ils n'ont rien retenu. Mais dans tous les discours du Sphinx, on rentrait avec quelque chose, carton jaune. Mais ce qui est triste, moi j'ai vu des images des mamans, en tout cas, maman penal wana ngala batambusiye Haïti na stade wana ba melina mbongo, ba kosina maman ba mbongo. Il y a des images à qui sur qui ou des mamans. Oui, c'est simplement pour dire que nos amis ont reçu la désapprobation du peuple. Le peuple a désavoué Félix Tshisekedi du stade de Martyrs. Le peuple a démontré que les billets des banques ne pouvaient pas corrompre sa conscience, n'est-ce pas? Notre peuple a boycotté l'Union sacrée. L'Union sacrée doit comprendre que le peuple les a boycottés. Les débuts annoncent la fin. Ça sera comme ça aux élections. Les 600 partis politiques ou les 400 partis politiques qui ont reçu, pour le petit parti politique, j'ai appris, c'était 50 000 $, ils vont recevoir de l'argent. Le peuple va prendre cet argent. Le peuple va bouffer l'argent. Le peuple ne votera pas Félix Tshisekedi en 2023. Ce qui s'est fait au stade des Martyrs, c'est l'échantillon de ce que le peuple congolais réserve à Félix Tshisekedi. Et moi, je le dis avec beaucoup de légitimité. Parce qu'au mois de janvier dernier, moi, j'ai fait 5 provinces du Congo. 5 provinces du Congo. Donc, si je dois encore ajouter les Kasaï centrales, ça fera 6 pour l'année prochaine. Dans le cadre de la tournée de la refondation du Congo, où j'ai accompagné le président national de mon parti, où il avait apporté les projets de la refondation dans 5 provinces, Kolwezi, Maniema, ici, Haut-Ouélé, Mongala et à l'Équateur. Nous sommes allés dans ces 5 provinces et nous avons l'écho du Congo profond. Le Congo profond a désapprouvé Félix Tshisekedi. Et les Quinois aujourd'hui ont fait la démonstration, ou sinon mieux, la monstration de ces désaveux, de ces désaveux légendaires que l'histoire politique du Congo n'a jamais connu, il faut le dire. L'histoire politique du Congo n'a jamais connu ces désaveux. C'est inédit. C'est inédit. C'est légendaire, c'est inédit. L'histoire du Congo n'a jamais vécu ça. Si je vous comprends bien, donc, Jean-Pierre Bemba ne serait plus leader à Kinshasa. C'est ce que vous voudrez dire? Les mythes. Parce que Jean-Pierre était là, non? Un grand leader de Kinshasa, adulé par les Quinois depuis 2006. Les mythes sont tombés. Les légendes ont disparu.
Oh, les légendes ont disparu. Les mythes ont tombé, les légendes ont Jean-Pierre ne représente plus disparu. rien. Et Les Vital hommes ne représente plus rien. providentiels n'existent plus. Aujourd'hui, le peuple congolais le sait que tout ce que nous avons, ce dont on a besoin aujourd'hui pour l'émergence du Congo, c'est un peuple providentiel. Nous n'avons plus besoin de légendes. Ils ont disparu, il n'y a plus de mythes. Ils n'existent plus. Mais quand, là, moi, j'ai suivi un peu quelques vidéos, quand Jean-Pierre dit que, rassure à la population que non, les présidents de la République portent ces soucis-là matin, midi, soir, pour arranger, améliorer la situation des Congolais. Vous pensez que c'est du leurre ou bien, comment est-ce que vous jugez ces messages? Et Mbosso qui dit clairement que non, La seule ne rêvez manière, pas, il y aura élection, hein, en tout cas. la seule manière pour le président de la République de montrer aux Congolais qu'ils portent leurs soucis, c'est d'agir, c'est dans l'action qu'il faut le faire. Delis Sassanga a démontré à un moment donné qu'il portait les soucis de ce peuple. À l'époque de Covid-19, le candidat président de la République, Delis Sassanga, avait cédé ses émoluments de toute une année en faveur de la population. Mais lorsque vous avez une présidence de la République qui vous consomme en 2022 400 millions de dollars, alors que la situation sociale de notre peuple n'est pas réluisante, alors que nous avons des défis infrastructurels énormes à relever pour favoriser l'échange de biens et services à l'interne, vous estimez vraiment que ces présidents de la République portent les soucis du peuple? Alors qu'il y a à peu près aujourd'hui à l'est, Bunagana est tombé, je crois, nous sommes à plus d'une année, et que le président de la République n'est jamais descendu au nord Kivu pour voir les camps de réfugiés, comment les Congolais vivent. Dans le cas de Kanyaruchinya, où Delis Sassanga a pris ses moyens personnels, a envoyé le secrétaire général de son parti, Nzakou Nandosi Yesedi, et son directeur de cabinet, M. Jean-Pierre Mongo, pour aller prêter assistance à cette population. Vous voulez dire à cette population de Kanyaruchinya, le camp de réfugiés, que le président de la République porte un souci majeur pour eux, alors qu'ils sont dans des situations difficiles? Le président de la République n'est jamais allé voir comment ils vivent. Vous voulez dire aux Congolais qui sont à Rutshuru, alors que nous sommes dans des zones tampons avec les EAC, que le président de la République n'est pas venu se rendre compte de la situation effective sur terrain? Vous voulez dire à ce Congolais que le président de la République porte beaucoup de soucis à sa population? Non, c'est un leurre. C'est un discours pour faire beau. Mais lorsqu'on avance des arguments probants, cela démontre à suffisance que le président de la République a ses idées ailleurs, a ses idées dans des voyages, par exemple, dans des rencontres avec plusieurs présidents qui viennent lui rendre visite ici, sans résultat efficace pour le peuple. Les peuples congolais ne se retrouvent pas dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et Mbosso qui vous cible pratiquement, qui dit que ne rêvez pas, il y a élection, parce que vous serez également sur terrain pour appeler également à ce qui se passe au niveau du processus électoral. C'est vrai que les blocs de Lubumbashi, Delis Sassanga, Fayulu, Matata Ponyo, Katumbi ont déjà même boycotté les portes ouvertes qui s'organisent au niveau des la CENI. Mbosso vous dit de ne pas rêver, il y aura élection. Quand vous êtes en train de réclamer la recomposition de la cour, ainsi de suite, tout ça, les animateurs au niveau de la CENI, apparemment, les trains déjà en marche, hein, les chiens en bois, la caravane passe. C'est ce que Mbosso aurait dit en disant que non, ne rêvez pas, les élections vont se tenir. Donc tout ce que vous faites là, ça ne représente rien pour... Ça ne m'étonne pas en fait. Quand vous associez les anciens FCC, c'est le même discours que le FCC tenait en 2016, vous vous souviendrez. Le FCC tenait le même discours en 2016, le FCC a tenu le même discours en 2018, et qu'aujourd'hui Mbosso, ancien membre du FCC, tient le même discours. Est-ce que ça peut étonner les Congolais? Le problème aujourd'hui, c'est une question de responsabilité commune. Qu'est-ce que nous voulons pour le devenir de cette population? Après 3 cycles électoraux, quelles leçons avions-nous tirées? Kabila nous a conduits dans des élections, dans ces conditions, où on débauchait dans l'opposition pour créer les membres de la CENI, où on préparait non pas des élections, mais une fraude électorale. Félix Tshisekedi est sur ce schéma. C'est la politique, hein? Ce n'est pas la politique, c'est les côtés péjoratifs de la politique. Vous savez, la question des élections n'est pas une question de camp politique. C'est une question de souveraineté nationale.
c'est une question de stabilité de nos institutions, de l'avenir du pays. N'est-ce pas? Lorsqu'on est responsable politique, en tout cas lorsqu'on est un vrai responsable politique, qu'on ne pense pas que à améliorer ses conditions personnelles, et je me souviens même de Kent Olumbu qui dit la plupart des politiques africains ont la logique tournée vers l'estomac. C'est le cas de tous ces politiciens corbillards qui remplissent l'union sacrée. Donc, pour les politiciens responsables, ils regardent l'avenir du pays. C'est le cas de ce bloc de 4. Ils disent, nous irons aux élections. Alors que nous sommes conscients, on prépare la fraude électorale. L'envol, parce qu'il s'agit de nous, on est prêt pour les élections. Je vous ai dit qu'au mois de janvier, nous venons de faire une tournée dans les 5 provinces pour présenter les projets politiques. Et nous préparons d'ailleurs pour le mois en cours les débuts de la deuxième phase du tournée. Nous allons parcourir les 26 provinces. Leur vote se prépare pour les élections. Nous avons le moyen de notre politique. Mais la grande question que l'on se pose, est-ce qu'il faut aller aux élections dans ces conditions? Nous disons les élections dans le délai. Ne vous en faites pas. Nous voulons les élections dans le délai. Conformément au calendrier de la CENI, donc le 20 décembre, il faut qu'il y ait élection. Mais est-ce que nous devrions aller aux élections pour reproduire les mêmes résultats? Pour qu'après qu'il y ait contestation des institutions, contestation des élus, disqualification, réqualification, révalidation des candidats comme on a vu à la Cour constitutionnelle. La chambre spéciale pour essayer un peu de traiter. Et après, gaspiller $1 milliard qui pouvait nous aider à construire autant de kilomètres de route. Non, on est responsable politique. Il faut regarder l'avenir du pays. Le peuple ne tire pas profit des élections. Il faut aujourd'hui permettre à cette population de se choisir ses dirigeants. Pourquoi Félix Tshisekedi veut imposer aux Congolais des dirigeants? Il se prépare à nommer des députés. Ils sont dans le même schéma de Kabila en 2018. Mais quand on vous appelle, la CENI vous invite de venir voir comment est-ce que se passe le nettoyage du fichier, ainsi de suite. La CENI lance des portes ouvertes pour vous rassurer que non, il y a la crédibilité, tout ce qui se passe, en tout cas, c'est clair, il n'y a rien de tricherie, mais vous ne voudriez pas venir. La question électorale est une question très sérieuse. Parce que ça détermine. Pourquoi la CENI vous invite? J'arrive. Parce que ça détermine l'avenir de toute une population. La CENI fait ce qu'il appelle une journée porte ouverte pour évaluer le processus électoral. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que le processus électoral est devenu une foire ou une kermesse? On inviterait un quidam pour venir évaluer la bonne marche du processus électoral. C'est un travail très sérieux. On n'invite pas des quidam, on invite des leaders des partis politiques, non? Non. Des parties prenantes aux élections. Hein. Écoutez, qui est partie prenante dans les élections? Comment il les compose? Comment il les comptabilise? Une journée porte ouverte, ça veut dire quoi? C'est écrit où? Dans quelle loi? C'est ça la question. La vraie question aujourd'hui, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond et non un travail superficiel. Il faut mettre à la disposition des parties prenantes, effectivement, des informations, notamment le nombre de kits électoraux commandés et le nombre de centres d'identification. Vous allez même plus loin au niveau de l'entreprise Miro System qui a fabriqué les machines, ainsi de suite. Il y a beaucoup de revendications que je lis là-bas. Mais parce que nous voulons faire un travail sérieux. Est-ce que vous savez des scandales qu'il y a eu lors de l'identification des électeurs? On se retrouvait dans des situations où les membres de l'Union sacrée avaient des machines à voter et enrôlaient les gens chez eux à la maison. Ce n'est pas des preuves, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a d'ailleurs un communiqué de la CENI sur la situation où on avait arrêté un député de l'Union sacrée parce que sa voiture a connu un accident avec des machines. Il s'est dirigé, je crois, vers Chikap vers Mbujimaï. On a retrouvé des machines dans sa voiture. Ce n'est pas des faits de paille. C'est vraiment des informations fiables et vérifiables. On a vu des personnes filmées en cachette chez eux à la maison en train d'enrôler. Enrôler des Congolais. Mais dans tout ça, on nous dit il y a une journée porte ouverte, venez voir comment. Non, il faut mettre à notre disposition des informations dont on a besoin parce qu'on veut démontrer qu'il y a une transparence. En réalité, qu'est-ce que la CENI veut? La CENI veut mettre une voile pudique sur le processus électoral pour faire croire à une forme de légitimité du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est une fausseté. C'est dangereux ce que la CENI est en train de faire. La CENI veut maquiller la fraude électorale
qu'elle prépare pour faire croire à l'opinion que le processus électoral se déroule bien, alors que l'opinion elle-même le sait que le processus électoral est biaisé. Le processus électoral est très mal conduit, d'où nous disons non à cette aventure de la CENI de Kadima qui veut maquiller la tricherie électorale qu'il prépare en faveur de Félix Tshisekedi. Nous disons non. Alors, merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Mais si, je ne sais pas si ça continuait comme ça, c'est vrai que vous allez vous entamer déjà des marches sur terrain, mais si ça continue comme ça, vous allez faire quoi? On arrive le 20 décembre, le pouvoir se décide d'organiser des élections comme telles en dépit de vos marches. Vous faites quoi? Vous participez ainsi ou bien? Au moment opportun, les options seront levées. Mais pour l'envol a déjà levé l'option qu'il va prendre part au processus électoral parce qu'on avait pris acte. Du calendrier Donc électoral. Mais du tout reste, ce que vous faites là, ce attendez, ne sont non, que non. Non, des bouts de du couleur, des reste, bouts de bottes. du reste, ensemble avec les autres forces politiques, nous partageons les mêmes convictions. Ah, Nous d'accord. voulons l'amélioration des conditions sociales de notre peuple. Nous voulons le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, parce que l'insécurité, c'est pas seulement à l'est. Il y a Aquamout à ici. Kwamut, il y a à Dilolo, il n'y a pas longtemps, on a coupé des têtes, on a tué Et plus même de- à Maluku ici, à Maluku, Kinshasa. ici à Kinshasa. Donc la situation d'insécurité, même au Maniema, j'y étais. La sécurité à Isiro, à Lubumbashi, j'y étais. Donc c'est Les poches de sur l'ensemble du sécurité sont territoire partout. national, mais aussi sur un processus électoral crédible, et transparent, apaisé, inclusif. Nous partageons ces mêmes opinions avec les autres. Nous allons, au moment opportun, lever des options si léchées pour que les Congolais sachent exactement ce que nous allons faire au moment X. Mais pour l'instant, nous disons nos revendications pour améliorer, par exemple, pour permettre aux opposants d'envoyer leurs délégués à la CENI, cela ne demande pas une année. C'est une question de volonté politique simplement. Les débaucheurs, celui qui a débauché, n'a qu'à lever l'option. Vous croyez que le pouvoir pourrait reculer? Est-ce que ce n'est pas... C'est une question, en fait, je l'ai dit ici, c'est une question de responsabilité. Ouais. C'est une question de responsabilité parce qu'en tant qu'acteur politique, nous faisons la politique pour cette population, pour améliorer sa situation. Exactement. Dites-moi, qu'allons-nous gagner? Aller dans une élection chaotique qui présage déjà de contestation. Nous sommes déjà au début du processus électoral sous fond de contestation. C'est un danger pour l'avenir du pays. Mais Rodrigue, Si Félix Tshisekedi est vraiment un président de la République qui a les soucis comme le veut Jean-Pierre Bemba, bien que dans la faisabilité c'est tout le contraire, il va répondre aux revendications de la population et aux exigences de notre population. Mais Le Rodrigue, peuple veut des bonnes élections pour qu'il se choisisse de dirigeants. Pourquoi Félix Tshisekedi prépare la fraude au lieu de laisser la CENI préparer de bonnes élections, qu'il évite de débaucher à l'opposition? Pourquoi il le fait? Simplement pour mettre ces éléments qui vont faciliter la fraude et sa tricherie électorale, parce qu'il le sait que le peuple l'a désavoué et les Kinois ont fait cette démonstration le samedi dernier au stade de Martyr. Ramazan, est-ce que l'opposition ne se réveille-t-elle pas en retard? Là, en tout cas, nous sommes en train de réfléchir. Apparemment, vous aviez laissé faire les pouvoirs, en tout cas, organiser, soit orchestrer tout ce que vous dénonciez là, tout ce que vous êtes en train de dénoncer. Vous avez laissé le pouvoir faire. Apparemment, vous vous réveillez en retard. Là, déjà, c'est comme si le pouvoir a déjà pris une longueur d'avance sur l'opposition. C'est ce qu'on constaterait. Pas du tout. Pas du tout. La plus grande force reste le peuple. Cette population est avec l'opposition et cette population sera avec nous le 13 mai dans la rue pour exiger notamment un processus électoral crédible, transparent, apaisé et inclusif. Écoutez, Kabila qu'on ne connaissait pas, Kabila qu'on n'a pas connu, n'a pas pu imposer Chadari comme président de la République. Je peux vous rassurer que Félix Tshisekedi connaît, parce qu'on a milité avec lui au sein du Rassemblement. Ce n'est pas lui qui fera reculer la population congolaise, parce que lui, on le connaît. Et nous, l'opposition, nous exigeons, ensemble avec la population, un processus électoral transparent, crédible et apaisé. Et nous allons l'avoir. Et vous allez l'avoir. Parce que c'est l'intérêt de toute une nation. Et le peuple congolais veut des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives
pour lui permettre de sanctionner Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, les sachant ainsi, prépare la fraude. Mais soyez-en sûrs, Kabila avait tout. Il pouvait imposer Chadar, mais il a compris qu'il ne pouvait pas le faire et il y a eu compromis à l'africaine. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Moi, ce que je dirais aux politiciens est qu'on ne défie jamais les peuples. Et je pense que l'expérience est récente, en tout cas. L'expérience est encore neuve, même si je pourrais dire comme ça. C'est dans un passé très récent ici avec Kabila. On ne dupe jamais les peuples. Mais Rodrigue, on pourrait finir par cette question de l'EAC également. On a changé les commandants. Celui qui était là dénonce, il craignait pour sa sécurité, il dénonce des intimidations, des pressions politiques, ainsi de suite. Là, on a nommé, juste après 24 heures, on nomme le président kenyan, William Ruto, nomme un nouveau commandant de la force régionale qui opère ici en RDC. C'est vrai que cette force régionale est déjà critiquée, même par les politiques, même par les pouvoirs en place. Mais selon les informations, Kinshasa n'était pas associé, c'est-à-dire les dirigeants du Congo n'étaient pas associés, ils n'étaient pas consultés pour nommer ces nouveaux commandants. Et comment est-ce que vous analysez cette question au niveau de l'opposition? Bon, premièrement, moi je ne suis pas très étonné si Kinshasa n'a pas été informé. Vous savez déjà, Kinshasa a déjà sur cette affaire de l'EAC plusieurs mauvaises informations, notamment sur les mandats de l'EAC. Pour Kinshasa, il s'agissait d'un mandat offensif, alors que pour l'EAC, tous les autres États membres de l'EAC, il ne s'agissait pas d'un mandat offensif, c'est une mission de maintien de paix. Lorsqu'on posa la question au président de la République, les dernières troupes EAC entrent en République démocratique du Congo à quel moment? Vous savez la réponse du président? Quoi? Il a dit que c'était une question des experts et que lui n'avait pas de réponse. Donc, comprenez que le pays en soi n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné et l'EAC... Non, le pays n'est pas gouverné. Si le pays était gouverné, des béabas comme ceux que je viens d'évoquer ici auraient dû être saisis et compris entre le parti de la même manière. Donc, le vrai souci du peuple, c'est qu'ils nous gouvernent aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas ces vrais soucis. Pour eux, ils sont au pouvoir. Le plus important, c'est de conserver ce pouvoir, même par des moyens rétorques. Donc, ce que j'aimerais dire sur cette affaire de l'EAC, nous, on avait soulevé plusieurs questions à un moment donné. Je crois que par un communiqué du candidat président de la République, Dédi Sesanga, où il s'est posé plusieurs questions, notamment sur les mandats, la durée du mandat, sur les financements de ces troupes, sur le commandement, sur la collaboration entre l'EAC et les FARDC, quelle est l'implication, quelle était notre part. Quand on posait cette question, on disait qu'on était des newsologues. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation compliquée où l'armée congolaise a des zones au Congo qui ne peut pas y accéder et que l'administration qui est dans les zones tampons, c'est l'administration M23. Donc les M23 continuent à prélever des taxes et impôts dans cette zone-là. C'est quand même compliqué. En fait, Félix Tshisekedi, il a pris de très mauvaises décisions et aujourd'hui coûte cher à la République. Les déclarations qui sortent des États de l'EAC sont inquiétantes. Lorsqu'on vous dit que les États de l'EAC ne quitteront au Congo que lorsqu'il y aura la paix entre les M23 et le gouvernement congolais. Même le nouveau commandant nommé, il dit, lui, il est venu pour une mission claire, maintien de paix et jusqu'à ce que le gouvernement congolais finira ses négociations avec les M23. Donc, vous voyez un peu dans quel tohu-bohi les actuels gouvernants du pays nous ont amenés. Ils nous ont amenés dans des choses compliquées. Pourtant, nous avions levé la voix pour dire qu'il n'y avait pas ni d'intérêt stratégique ni politique pour amener la République démocratique du Congo à l'EAC. Seul Félix Tshisekedi, en tout cas, pouvait croire avec autant de naïveté que là où le casque est bleu, à plus près de 20 000 hommes de la MONUSCO n'ont pas pu instaurer la paix, le 1000 et quelques éléments de l'EAC viendraient pour bouter dehors les M23. La question de la gouvernance sécuritaire est mal gérée. Pour nous, l'envol, on l'a toujours dit, c'est depuis 2019 que le Congo avait besoin les Congolais avaient besoin d'être sécurisés. Et pour y arriver, il fallait reformer notre système de défense.
Il fallait réformer notre système de défense. C'est là-bas le débat. Lorsqu'on se pose de mauvaises questions, on trouve de mauvaises solutions. C'est le problème de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Donc, l'EAC, c'est un piège dans lequel Félix Tshisekedi a amené la République démocratique du Congo. Et je peux dire aux Congolais qu'il n'a aucune solution pour nous sortir de là. La seule solution qu'ils ont aujourd'hui, c'est les projets de la refondation du Congo, qui, au moment des élections, je demanderai aux Congolais de bien choisir. Alors, Rodrigue Ramazan, il y a également un point très important, on doit en parler, dans l'économie. J'ai suivi les derniers briefings de Patrick Mouya et Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi pose un problème très sérieux. Il dit le problème de la RDC, si c'est vrai qu'il n'a dit pas dans des termes très clairs que si nous n'arrivons pas à mobiliser autant de recettes, c'est parce qu'il y a peu de sociétés, en tout cas les Congolais n'investissent pas. La plupart des sociétés, c'est pour les expatriés, et ainsi de suite. Et que nous pourrions avoir, il y a peu de sociétés, mais qui doivent alimenter les sociétés de l'État, ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à avoir beaucoup plus d'argent pour le fonctionnement, ainsi de suite, pour essayer un peu de payer même des fonctionnaires. C'est vrai qu'il a avancé des raisons d'ordre, la guerre à l'Est, les élections qu'on finance, ce qui cause même les retards dans les paiements des fonctionnaires. Mais il a posé un problème très sérieux. Apparemment, on n'a pas la culture d'investir dans notre pays. C'est ce qu'il voudrait lancer comme message, même aux politiques et à la population. C'est quand même drôle que pareil propos sort d'un financier, que pareil propos sort d'un membre du gouvernement. C'est quand même curieux et inquiétant. Inquiétant dans la mesure où il faut poser d'abord la question à eux, membres du gouvernement qui ont tenu ces points de presse. Depuis qu'ils sont là, quelles sont les réformes qu'ils ont apportées pour encourager, la bonne question. Pour encourager les Congolais à investir dans leur pays? Il confirme lui-même que le climat d'affaires n'est pas assez... Quel est l'effort qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au pouvoir? Quelles sont les réformes qu'ils ont fait pour améliorer le climat des affaires? Avions-nous une banque d'investissement qui faciliterait aux Congolais d'obtenir des crédits pour investir? Encore que, même ceux qui travaillent pour obtenir un crédit à la banque, c'est une casse-tête. Les taux est très élevé. On est jusqu'à plus de 20% des taux à rembourser. C'est très facile et c'est indigeste d'écouter de telles choses sortir d'un membre du gouvernement. Mais c'est la vérité, il dit. C'est la vérité, mais ils ont pour rôle, non pas de venir dénoncer. En fait, nous avons un gouvernement des dénonciateurs. Et nous avons un gouvernement qui gère les quotidiens. Donc, c'est un peu un gouvernement qui vit les jours le jour. C'est un gouvernement, vous savez, à Kinshasa, on le sait, dans le Borama Lingala, à Kinshasa, tu vas les jours le jour. Si on a là, on a sali kopa lundi, on a lundi. Si on a la mouki mardi, on a mardi. Si on a la mouki mercredi, on a mercredi. Si on a la mouki jeudi, on a jeudi. Projection venait à l'obéis de la rater parce que la situation du peuple, la situation ne nous permet pas. Ne nous permet pas. C'est un peu le gouvernement qu'on a aujourd'hui. Ce gouvernement-là qui gaspille 400 millions de dollars pour les dépenses de la présidence de la République veut faire des leçons de morale aux Congolais, que les Congolais n'investissent pas. Ce gouvernement qui consomme des milliards de dollars, s'il vous plaît. Des milliards de dollars, s'il vous plaît. Budget 2022 sans loi collective budgétaire. C'est ce gouvernement-là qui veut faire des leçons aux Congolais, comme quoi les Congolais n'investissent pas. Dites-moi, un Congolais qui fabrique des gaufres à Kinshasa, prenons des exemples terre à terre, qui fabrique des gaufres à Kinshasa, s'il veut aller les livrer dans les supermarchés ici, on lui donne des conditions compliquées. Parce que ces supermarchés préfèrent importer le même gaufre, le même produit venant de l'extérieur. Quelle est la politique gouvernementale pour favoriser l'entrepreneuriat congolais vis-à-vis des étrangers? Il y a même ces expatriés qui vont dans le détail, ce qui est interdit même. Là, l'État ne fait rien. Les expatriés vont en détail, empêchent les nationaux émerger dans le petit commerce. Le gouvernement de la République sort pour dire les Congolais n'investissent pas. Et le peu de Congolais qui investissent, est-ce qu'ils ont déjà été reçus par le président de la République?
La seule question. Je vois le président de la République recevoir les investisseurs venant de Suède, du Maroc, de l'Égypte, comme si dans notre esprit, dans l'esprit de ce gouvernement, la colonisation n'a pas C'est parce qu'ils auraient des capitaux, non? Des grands capitaux, des gros capitaux. Mais au Congo, moi, je peux te dire qu'il y a des investisseurs. Ouais. Je peux te citer un qui vient chaque jour sur votre plateau. Des entrepreneurs, il y en a plein. Ouais. Vous voulez que mon ami, Mathieu Takizal. Oui. Mathieu Takizal. Spécial auto. Mathieu Takizal, spécial auto. Limité. Je peux te citer encore. Un gros investissement. Je peux te citer encore. Mais Madame qui s'est plaint matin, midi, soir. Madame Kirombosi avec le robot sur le boulevard Planète J et consort. Passez-moi l'expression, je ne fais pas la publicité, excusez-moi. Ce sont des investisseurs congolais. Est-ce que le président de la République a déjà reçu les investisseurs congolais? Dans ses délégations, lorsqu'il voyage pour aller rencontrer les autres hommes d'affaires, qu'est-ce qu'il met dans sa délégation de 500 personnes? Membres de famille, amis, là, je ne sais pas s'il y a des membres de famille. Hein. Membres de famille, amis, oui, nous voyons les images, nous connaissons. Membres de famille proches et tout ça. Il n'y a pas d'investisseurs congolais qui y sont. Est-ce que ces pouvoirs peut aujourd'hui se permettre, Nicolas Kazadi, Patrick Mouyaya, se mettre devant le Congolais au regard du fait que je viens de relater et reprocher les Congolais que les Congolais n'investissent pas? Qu'est-ce qu'ils ont mené comme action afin de permettre que le Congolais puisse investir? Ça fait 4 ans. Je rappelle que M. Kazadi fut le conseiller financier de Félix Tshisekedi à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mené comme action? Il faut dire que nous, on a déjà fait ça, ça et ça. Malheureusement, les Congolais n'investissent toujours pas. On a donné la possibilité aux Congolais d'avoir des crédits. On a encadré les entrepreneurs congolais. Malheureusement, ils ne travaillent toujours pas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ils sont très mal placés. Un gouvernement qui dépense très mal l'argent de l'État. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on peut acquiser. En fait, c'est un pouvoir, excusez-moi, c'est un pouvoir de justification. Un pouvoir des raisons. Mais avant c'était Covid-19, n'est-ce pas? Covid-19 qui empêchait que les choses marchent bien. Après, c'était Kabila qui bloquait. Après Kabila, c'est la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui n'investissent pas. Donc, en fait, en réalité, ils trouvent toujours une raison pour justifier leur incompétence de gérer ce pays. Mais ce qui est encore plus grave, bien qu'on parle de tout ça, il y a Sama Lukonde qui explose encore les avantages des mandataires passifs, en violation même de la loi. C'est vrai que le président a donné l'ordre à l'IGFDC un peu de voir tout ça. On finit par là des mandataires passifs qui, d'après la loi, ils ne peuvent que se contenter des jetons de présence. Là, maintenant, il y a un terme là qu'on a créé, qu'on venait de créer, d'après ce décret de Sama, qui instaure pratiquement, c'est un salaire mensuel à ces mandataires passifs. Et selon des informations, ça nage autour de 20 000 $ même. Vous savez pourquoi? 10 000 à 20 000 $. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a donné du travail aux pires petits, aux membres de partis politiques qui sont devenus mandataires passifs des entreprises publiques et des administrateurs publics. Et comme ils n'ont que des jetons de pression, c'était insuffisant. Ils ont mis un peu de pression peut-être aux partis et les partis ont mis de pression. Et aujourd'hui, on fait tout pour leur donner une rémunération mensuelle en violation. Beaucoup d'avantages en tout cas, en violation de la loi. En violation de la loi de la République. Et quand nous on disait depuis longtemps qu'il s'agissait d'un pouvoir de jouisseur, personne ne nous a cru. Personne ne nous a cru. Simple. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à défaut d'avoir donné de l'emploi aux Congolais, on dit, OK, nous allons quand même, à travers l'État, gonfler l'enveloppe salariale de l'État, bien que l'envol ne cesse de dire qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Non, ils disent, non, nous allons gonfler l'enveloppe de l'État. Et puis, vous allez voir un ministre sortir, un ministre des Finances de surcroît, et c'est le porte-parole du gouvernement, sortir pour dire, tiens, on n'a pas de moyens, il y a un problème de déficit. J'aurais même appris que là, ils ont encore lancé les bons du Trésor pour avoir l'argent pour compenser les dépenses de l'État. Et il faut dire aux Congolais, d'ailleurs, que l'État aujourd'hui dépense plus que ce qu'il encaisse. Exactement. Dépense plus que ce qu'il encaisse, alors que l'option a été levée que les dépenses devaient se faire sur base caisse. Donc, en dépensant plus qu'ils encaissent, il y a deux choix, ils vont plus s'endetter. Et quand ils s'endettent plus, la dette publique ne fait qu'exploser. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 milliards de $.
Donc, en Ce qui est bref, triste. toute cette démonstration démontre à suffisance que ceux qui dirigent les pays aujourd'hui n'ont pas assez d'épaules pour conduire les Congos. Ils ne prennent pas la mesure de la chose. L'irresponsabilité est patente de leur côté et l'incompétence, n'en parlons même pas. C'est vraiment un clic de jouisseurs. Ils sont là juste pour jouir, sortant des millions de dollars qui peuvent aider le Congolais à faire autre chose. 400 millions de dollars qu'on a claqué à la présidence, on pouvait construire 400 km de routes. 15 millions de dollars sortis au stade des Martyrs pouvaient aider à construire même des palais de justice. J'apprends que très bientôt, le président ira inaugurer un palais de justice construit sur fond à peu près à 2 millions de dollars. 2 millions, si je ne me trompe pas, 2 millions de dollars par l'Union européenne. Nous sommes un pays des dons. Nous sommes un pays des mains tendues et il y aura quelqu'un qui va sortir de l'Union sacrée pour venir parler de la souveraineté. Êtes-vous souverain? Entre-temps, on lance, on coupe les rubans symboliques de la mise en place de ces chapiteaux de l'état-major avec Jean-Pierre Bemba qui coûte 400 000 dollars. Un chapiteau à 400 000 Quelle dollars. blague! C'est pas... Et voir Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi voir Jean-Pierre Bemba inaugurer cela. C'est pourquoi je vous ai dit que les légendes sont tombées. Les mythes n'existent plus. Les Jean-Pierre Bemba Païmoto que nous connaissons, Igwe, ne pouvaient pas se permettre un fin économiste de son État, parce qu'il a conduit les COFIN, il faut le dire, de main de maître, à l'époque d'ailleurs, comme directeur de cabinet d'Élysée Samba. Il a conduit les COFIN de main de maître et il nous a amené jusqu'au point d'achèvement. Je ne sais pas, cette rigueur, il a perdu à quel moment de sa vie. À quel moment de sa vie il a perdu la rigueur dans la conduite des questions financières de l'État? Parce que c'est parmi les personnes qui ont corsé les 1+4 pour amener les pays aujourd'hui au point d'achèvement jusqu'à l'effacement de la dette. Aller inaugurer un chapiteau à 400 000 dollars alors qu'on pouvait construire à moins cher, avec de matériaux durables. Il faut comprendre. En fait, les priorités de l'État, c'est loin. Et quand Jean-Pierre Bemba dit Jean-Pierre Bemba dit que Félix Tshisekedi a le souci de ce peuple, c'est faux. Là c'est très grave aussi. Longtemps, ici, au Bénin, on a construit un pôle pour des entrepreneurs, afin de booster des entrepreneurs, pour innover, inventer un pôle des entrepreneurs à 300 000 dollars. Mais vous construisez un chapiteau à 400 000 dollars. Un chapiteau. Je ne sais pas. Mais on finit, un mot, en tout cas on finit par là, un mot aux enseignants, faites de l'enseignement national, faites également des travailleurs aujourd'hui, de l'enseignement à tête hier. Et un mot à ces gens qui se battent. C'est vrai que le gouvernement a reconnu même, j'ai lu le tweet de Mouyaya qui dit on doit reconnaître à la juste valeur ce travail noble, la vocation même. C'est le terme qu'il a utilisé de cette profession des enseignants. Quelle est la situation de travailleurs au Congo? J'ai même suivi que le CNT a boycotté pratiquement... L'organisation des travailleurs. Oui, a boycotté cette journée du 1er mai, parce que pour lui, ces revendications n'ont jamais été prises en compte par l'État congolais. Pouvez-vous imaginer, les SMIC au Congo est à 7 075 francs congolais. Et si on multiplie par 26 jours de travail, ça nous fait une affaire de 183 000 et quelques francs congolais le mois. Ça veut dire un Congolais manœuvre et payé en moyenne 70 dollars. Et la situation est encore plus grave dans les entreprises publiques parce que les salaires de base ne respectent même pas les SMIC. Et les impayements même. Il y a même des impayements. Est-ce que la situation de travailleurs congolais s'est améliorée? Je dis non. Est-ce que Félix Tshisekedi a une vision pour le travailleur congolais? Je dis non. Depuis qu'il est là, ça fait 4 ans, l'inspection générale du travail connaît de sérieux problèmes en termes d'effectifs de personnel, en termes d'amélioration de conditions de vie et tout ça. En tout cas, il y a des vrais soucis en termes de conduite de politique dans ce secteur, le secteur de travail. Et il y a beaucoup de défis. J'aurais même appris que le taux de chômage a augmenté. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90%. Plus de 90%, et même ceux qui travaillent ne vivent pas dans des conditions décentes parce que les salaires sont devenus insignifiants. Les Congolais ont perdu leur pouvoir. Il y a des chômeurs passifs et actifs. Les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat. Et au regard de tout ceci, il faut une vraie vision autour.
Et cette vision, l'envol se propose comme une alternative à travers les candidats présidents de la République Dédé des Sanga, avec le projet de la refondation du Congo, où au deuxième point de ce projet, nous avons l'emploi des jeunes, qui pour nous est une priorité de gouvernance. Quand on arrive au pouvoir, pour nous, ça sera une priorité, l'emploi des jeunes. Il faut donner aux jeunes Congolais de l'emploi. Comment allons-nous le faire? Nous allons le faire par la diversification de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui crient croissance, j'ai suivi le ministre des Finances dire les Congo se portent bien, nous avons aujourd'hui une croissance à 8%, sans pourtant dire aux Congolais que cette croissance ne se vit que dans un seul secteur. C'est une croissance non inclusive, comme on dit en économie. Or, une croissance pour le vivre, pour que le Congolais les sente, cette croissance doit s'éclater dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors nous disons, nous allons favoriser la diversification de l'économie. Il faut permettre aussi au secteur agricole de... Vous savez, nous avons un potentiel énorme en matière d'agriculture, un potentiel énorme. Vous savez, certains pays au monde, notamment si vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire qui exporte que les cacao. Aujourd'hui, j'ai appris qu'ils ne sont plus qu'au cacao. Ils ont ajouté encore, bon, ça m'a échappé, je crois l'ananas. Ils ne sont plus seulement qu'avec le cacao, ils ont ajouté l'ananas. Nous avons le potentiel, nous l'avons. Mais maintenant, lorsque ceux qui conduisent les pays n'ont aucune vision pour conduire le pays, et ils n'arriveront pas à le faire. Nous disons, nous allons diversifier l'économie. C'est dans la diversification de cette économie, dans la diversification effective de cette économie que nous pourrons créer de l'emploi pour de jeunes. Et cela va s'accompagner avec une formation professionnelle. Parce qu'il faudrait aussi regarder l'orientation que nous donnons à nos jeunes en matière de formation. La plupart sont à l'université. Chaque année, j'apprends qu'on sort plus de 100 000 licenciés des universités. Il y a beaucoup d'universités ici. Hein. Alors que le pays, en termes de marchés d'emploi, le pays, en termes de besoins, n'est pas forcément orienté sur des facultés où les jeunes y vont très souvent. Il faut réorienter, changer la politique, favoriser ou encore donner de la valeur ajoutée au brevet. L'État ne réfléchit pas là. Donner de la valeur ajoutée au brevet. Quelqu'un qui a reçu sa formation à l'INPP, dans d'autres écoles de formation professionnelle, il faut donner de la valeur à cette formation en vue de leur donner la possibilité d'obtenir un emploi et commencer directement à travailler, avoir des routes d'intégration nationale, envie de permettre à l'entrepreneur qui est à Goma, qui fabrique des chaises, qui fabrique, j'ai vu un jeune qui fait des massiwa, de l'amener de Goma à Lubumbashi par route et venir vendre et revenir chez lui. Et celui qui a Lubumbashi l'amener à Kinshasa, revendre, tourner vers le Congo, contourner le Congo. Et pour ça, il faut une vraie vision. Mais au-delà de la vision, il faut une vraie discipline. Il faut une discipline. On peut beau faire comme le président de la République le fait là, dire qu'il aime le Congo et les veut, mais lorsqu'on regarde comment il dépense l'argent de l'État, nous constatons qu'il n'y a aucune discipline derrière. Rien ne peut sortir de là. Donc il faut d'abord de l'exemplarité, de la discipline, de la rigueur et de la cohésion dans la conduite politique. Merci beaucoup. Le projet de la refondation du Congo, conduit par les candidats présidents de la République, Dédé Sanga, est une alternative à ce problème. Et le 13 mai, n'oubliez pas malgré tout ça, le 13 mai, les Congolais, les Quinois, nous serons dans la rue pour porter les revendications de la population. C'est pour la toute première fois que l'opposition, les Congolais vont marcher pour leur situation sociale, contre la faim. Ils vont marcher contre l'injustice et non les questions politiques. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani, porte-parole d'Envol, que j'ai reçu sur ce beau plateau des Perfect Télévision Débat pour la Nation. Merci à Emmanuel. Merci également à vous tous. Relais YouTube, Peter Siani, RDC, les heures de diffusion, vous le savez très bien. Moi également, j'appelle tous les Congolais. Je sais que les Congolais souffrent énormément. Même les présidents les reconnaissent que les Congolais souffrent. Les cardinaux l'ont reconnu devant les papes. Les Congolais souffrent. Les Congolais, vous souffrez. La marche est là. C'est, en tout cas, la loi vous donne cette possibilité. C'est votre droit de marcher, de protester quand rien ne marche partout au monde. Ça se passe comme ça. Marcher, revendiquer ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et puis, j'espère que les changements pourraient arriver dès là.
quand vous ne marchez pas, c'est très compliqué pour que l'histoire change. Avec les politiciens, surtout ici en République démocratique du Congo, il faut pousser, il faut être là. Merci, je suis Glamik Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.